Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. 245 ressortissants français et étrangers ont atterri en France ce mercredi. Une évacuation au terme de 9 jours d'intenses combats au Soudan. Quel rôle a joué Djibouti? Pour y répondre, nous recevrons en cours d'édition Alexis Mohamed, conseiller du président de la République de Djibouti. Journée internationale du palu. Après le Kenya, le Mali et le Ghana, le Cameroun sera le 4e pays à tester un nouveau vaccin expérimental contre la maladie début 2024. Si le taux de mortalité a diminué de 4% en 2022, le Cameroun figure toujours parmi les 11 pays les plus touchés au monde. Et si je vous dis Didi B ou encore Ferregola ou Booba, ces 3 artistes ont en point en commun la scène musicale. Depuis le 25 avril et jusqu'au 30, ils se succéderont sur la scène du Féminin en Côte d'Ivoire. Nous irons à Abidjan en fin d'édition pour prendre la température. Je vous le disais en titre, l'évacuation des ressortissants étrangers se poursuit au Soudan. Aujourd'hui, mercredi, 245 ressortissants français et autres nationalités ont atterri à Paris, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une première depuis le début des évacuations. Leur avion était en provenance de Djibouti. Mathieu Nicolas pour les détails. Pour la première fois depuis le début des affrontements à Khartoum, un avion en provenance du Soudan s'est posé ce mercredi en France. À son bord, 245 ressortissants, français et étrangers. Tous impatients d'enfin poser le pied sur le sol français, loin des combats qui font rage depuis 11 jours. On a vécu une semaine de chaos et voilà, on peut être que satisfait. C'était improbable qu'il n'y ait pas de mort. Il y a quelques blessés qui vont aller bien et donc on est très content que ça se finisse comme ça. Pour les rapatriés, c'est le soulagement. Accueillis par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, certains racontent des scènes traumatisantes dont ils ont été témoins là-bas. Des vues, des cadavres sur la route, c'est des images que j'ai besoin de bien évacuer. Ce qui se passe là-bas, c'est très violent. On est dans une guerre qui est vraiment très très violente. Je pense que c'est du jamais vu, 2 armées qui s'affrontent. Plusieurs pays continuent à mener des opérations d'évacuation par voie aérienne, terrestre ou maritime. Un bateau transportant 1687 civils originaires de plus d'une 50aine de pays est arrivé en Arabie Saoudite. Pendant ce temps, à Khartoum, malgré la trêve obtenue par Washington, les affrontements continuent. La population doit survivre dans un environnement dangereux, sans électricité ou accès aux soins. 11 jours après le début des combats, le bilan provisoire est de plus de 459 morts et plus de 4000 blessés selon l'ONU. 10 jours que les combats persistent au Soudan. Les camps des 2 généraux s'affrontent à coups de bombardements interposés de combats de rue à l'arme lourde. Au milieu, la population civile. D'après les derniers décomptes de l'ONU, plus de 460 personnes ont été tuées et au moins 4000 ont été blessées. Selon les syndicats des médecins soudanais, 72% des hôpitaux dans les zones de combat sont désormais hors de service. Une situation humanitaire que déplore l'ONU qui dénonce les attaques contre les civils par les belligérants. Je vous propose d'écouter Volker Perthes, le représentant spécial du secrétaire général pour le Soudan. Les 2 parties belligérantes se sont battues au mépris des lois et des normes de la guerre, attaquant des zones densément peuplées, sans égard pour les civils, les hôpitaux ou même les véhicules transférant les blessés et les malades. Les 2 dirigeants n'ont pas été en mesure de s'engager pleinement dans un cessez-le-feu complet ou d'en mettre en œuvre un. Les 2 généraux continuent d'échanger des accusations et d'émettre des revendications concurrentes de contrôle sur des installations clés. Il n'y a pas encore de signe sans équivoque que l'un ou l'autre soit prêt à négocier sérieusement, suggérant que les 2 pensent qu'il est possible d'assurer une victoire militaire sur l'autre. C'est une erreur de calcul. Et le risque de débordement du conflit dans le pays de la région existe. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, décrivant 10 jours de violence et de chaos déchirant, a répété sa crainte d'une propagation du conflit à toute la région. Les 7 pays frontaliers du Soudan ont tous été impliqués lors de la dernière décennie dans les conflits ou des troubles civils importants.
Et je vous le disais, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les organisations régionales influentes à faire pression sur les parties au conflit au Soudan pour qu'elles désamorcent les tensions et reviennent immédiatement à la table des négociations. Je vous propose de l'écouter. Les parties au conflit doivent respecter le cessez-le-feu de 72 heures négocié par les États-Unis et se réunir pour établir une cessation permanente des hostilités. J'exhorte tous les membres du Conseil, les autres États membres et les organisations régionales à faire pression sur elles pour qu'elles désamorcent ces tensions et retournent immédiatement à la table des négociations. Et pour aller plus loin sur le sujet et comprendre le rôle que joue Djibouti dans l'évacuation des ressortissants étrangers, nous recevons Alexis Mohamed, conseiller du président de la République de Djibouti. Alexis Mohamed, bonsoir, merci d'être avec nous sur Télésud. Merci à vous. Alors, plusieurs ponts aériens depuis dimanche, plusieurs rotations entre Khartoum et la base de Djibouti. Quand on voit le nombre de ressortissants étrangers évacués, on se dit que votre pays joue un rôle important. Exactement, tout à fait. Déjà, en fait, je voudrais tout juste dire à quel point nous déplorons aujourd'hui, malheureusement, un tel conflit qui vient s'ajouter aux divers autres existants dans notre région. Il est vrai que, comme une fois de plus le monde a constaté le rôle prépondérant que joue Djibouti, d'ailleurs qui continue d'ailleurs à jouer dans le cadre de l'évacuation des ressortissants étrangers du Soudan, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel, hein, en raison de l'intensité également de ces conflits entre les belligérants. Alors le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il évoquait justement ce risque que le conflit s'étende à la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un scénario qui est envisageable? Est-ce qu'on peut craindre le pire? Écoutez, le pire est toujours à craindre, malheureusement, dans cette région qui est très souvent en proie à des conflits vraiment aigus. Néanmoins, je pense que le pays de la région prendra également leurs responsabilités pour jouer le rôle de médiation. Djibouti sera également en tête, bien évidemment, de cela, puisque, comme vous le savez très très certainement, le président de la République avait entrepris déjà aussitôt le conflit éclaté, l'organisation d'un sommet extraordinaire par visioconférence entre les différents chefs d'État de pays de l'IGAD. Je pense que Djibouti continuera à jouer son rôle. Il est vrai que de par le monde, Djibouti a été félicité, a été salué, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union européenne et que ce soit également les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Angleterre et j'en passe. Donc, il ne faut pas non plus que cela fasse oublier toutes les autres initiatives et efforts que le président de la République entreprend en faveur de la paix et de la stabilité régionale, notamment à travers ces multiples médiations entre les belligérants. Concernant la question du Soudan, il faut se rappeler qu'en 84-86, le président de la République avait déjà initié à cette époque une médiation entre les deux anciens belligérants. Mais dans cette économie en même temps mondialisée, Djibouti n'est pas non plus que cela, car de par sa position stratégique, il est de toute évidence le centre de gravité naturelle sur beaucoup d'autres questions, à la fois sur le plan géopolitique, géostratégique, mais aussi géoéconomique, parce que nous constituons tout de même le 4e passage maritime du monde. Juste pour vous dire cette pertinence qui constitue simplement mon pays comme étant finalement un acteur majeur dans tous ces enjeux mondiaux. Et Djibouti continuera justement à être à la disposition de l'ensemble des pays amis qui souhaitent encore continuer à évacuer leurs ressortissants du Soudan. Vous évoquiez à l'instant justement cette réunion avec l'IGAD. On sait que le Djibouti a souvent joué un rôle de médiateur, notamment dans le conflit en Éthiopie et même dans la sous-région. Aujourd'hui, concrètement, comment votre pays peut-il faire taire les armes? Est-ce qu'on peut même parler d'un rétablissement d'une paix durable? Écoutez, je pense que Djibouti, à lui tout seul, n'y arrivera pas. Donc, c'est également à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire, puisque dans un premier temps, il s'agit d'abord de faire cesser le feu de manière à pouvoir enclencher ensuite un dialogue entre les deux belligérants. Je pense que Djibouti, comme la communauté internationale, ne feront pas du tout l'économie, en tout cas de l'effort, pour que la paix puisse revenir en tout cas au Soudan et dans la région.
Alexis Mohamed, je rappelle que vous êtes conseiller du président de la République de Djibouti. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie beaucoup. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant les députés et sénateurs réunis mardi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a souligné que face à l'inflation mondiale, le gouvernement ivoirien avait pris des mesures pour maintenir une tendance haussière. Le chef de l'État ivoirien a pointé la résilience de l'économie du pays face aux crises dues à la difficile conjoncture internationale et annoncé des perspectives économiques plus rayonnantes. Je vous propose de l'écouter. En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB, alors que la plupart des pays sont au-delà de 100% du PIB. Il est temps d'atteindre zéro palu, investir, innover, implémenter. C'était le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée hier. Après le Kenya, le Mali et le Ghana, le Cameroun sera le 4e pays à tester un nouveau vaccin expérimental contre la maladie début 2024. Reportage de nos correspondants signés Chimène Baleba, Pierre Parfait-Nogo et Singhi Joy. Le paludisme tue toujours des milliers de personnes au Cameroun. Cependant, on note une régression progressive du nombre de contaminations et de décès. En 2022, plus de 3 300 000 malades ont été répertoriés dans les hôpitaux. Le taux de mortalité est de 9,9% en 2022 contre 13,5% en 2021. Il y a le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, pendant qu'elle est enceinte, pour la protéger, elle et son futur bébé, pour qu'elle passe le cap de la grossesse sans problème de paludisme. Et là aussi, on a des soucis parce que ces femmes ne viennent pas tôt en consultation prénatale et quand elles viennent, elles ne vont pas jusqu'au bout de ces traitements. Seulement un peu plus de 50% arrivent à prendre la 3e dose de ce traitement et donc leur grossesse ne peut pas être protégée de manière optimale. Le pays a mis en place un plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2019-2023. Une 4e campagne nationale de distribution en masse de plus de 16 millions de moustiquaires imprégnés est en cours. Le Cameroun sera ainsi le 4e pays en Afrique à tester un nouveau vaccin expérimental. La couverture santé universelle dans cette phase 1 va permettre aux enfants de 0 à 5 ans de faire une consultation gratuite sur l'ensemble du territoire. Les enfants de 0 à 5 ans restent les plus touchés par le paludisme. Ils représentent 71% des décès et bénéficient d'une prise en charge gratuite. L'un des freins à cette lutte, c'est la faiblesse des financements. Des organismes nationaux et internationaux comme Impact Santé Afrique mobilisent des jeunes et des femmes. Le rôle de Impact Santé Afrique, c'est de mobiliser les différents leaders et les personnalités qui prennent des décisions pour qu'on puisse agir ensemble pour accélérer l'élimination du paludisme. Ce fléau endeuille sans répit les populations africaines. L'Afrique totalise à elle seule 96% du nombre de décès liés au paludisme à travers le monde. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisé par Noën Dong, Ahmed Chignou et Mathieu Nicolas. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a annoncé mercredi le démarrage des pourparlers de paix à Zanzibar en Tanzanie entre le gouvernement éthiopien et le groupe Oromo. Dimanche, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé que des pourparlers avec les Oromo, un groupe que l'Éthiopie considère comme rebelle et actif dans la région la plus vaste et la plus peuplée du pays, débuteraient cette semaine. Certains groupes ethniques en Éthiopie, dont les Amhariques et les Oromo, sont en conflit direct avec le gouvernement du pays, dénonçant de nouvelles injustices. Le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se sont entretenus au téléphone ce mercredi, première prise de contact depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. Un entretien long et significatif, a déclaré le président ukrainien, qui marque un rebondissement diplomatique dans le conflit. Le président ukrainien dit espérer une poussée puissante du développement des relations bilatérales entre Kiev et Pékin. Le président chinois a assuré que son pays a toujours été du côté de la paix, soulignant que le dialogue et la négociation étaient la seule issue au conflit avec la Russie,
Le gouvernement chinois compte envoyer une délégation en Ukraine afin de chercher un règlement politique au conflit. Officiellement, la Chine se dit neutre dans le conflit ukrainien. A l'inverse, Xi Jinping s'était rendu en mars à Moscou pour y réaffirmer son partenariat avec le président russe Vladimir Poutine aux allures de front anti-occidental. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, a annoncé ce mercredi l'annulation de ses apparitions publiques en raison d'une grippe intestinale. Le président turc, qui avait dû interrompre mardi soir une interview en direct à la télévision, a annoncé annuler ses 3 apparitions publiques prévues mercredi, à moins de 20 jours de l'élection présidentielle du 14 mai. Le président Erdogan avait déjà délivré 3 discours de campagne mardi, à l'approche d'élections présidentielles et législatives du 14 mai, que les sondages annoncent comme très disputés. Travail, immigration, climat. Aujourd'hui, la première ministre française Elisabeth Borne a dévoilé une série de mesures qui sera mise en place par le gouvernement pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Une intervention au 100e jour d'investiture d'Elisabeth Borne. Un agenda a été établi, atteindre le plein emploi, réindustrialiser la France, planifier et accélérer la transition écologique, bâtir de nouveaux progrès et enfin refonder les services publics. Je vous propose de l'écouter. Mais au-delà de la question des salaires, d'ici le 14 juillet, nous souhaitons bâtir avec les organisations syndicales et patronales un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail. Perspectives de carrière et reconversion, prévention de l'usure professionnelle, emploi des seniors, compte épargne-temps universel, suite de la réforme de l'assurance chômage, tous les sujets sont sur la table avec les partenaires sociaux pour améliorer la vie au travail. Judo, basketball féminin ou athlétisme handisport. Pour sa 9e édition, les Jeux de la francophonie se déroulent à Kinshasa, la capitale congolaise. Pour la seconde fois consécutive, la compétition se déroulera dans un pays africain du 26 juillet au 6 août. Dans quelles conditions? C'était tout l'objet de la conférence de presse qui s'est déroulée hier à Paris. Reportage Elisabeth Bouteiller. La date a longtemps semblé ne jamais vouloir se rapprocher. Initialement prévue en 2021, reportée d'une année puis d'une autre, les Jeux de la francophonie 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont franchi la semaine passée une nouvelle étape. L'événement sportif et culturel qui aura lieu du 28 juillet au 6 août prochain s'est glissé sous la barre symbolique des 100 jours avant l'ouverture. L'Organisation internationale de la francophonie a invité toutes les parties prenantes ce mardi pour une conférence de presse à son siège parisien, la première en son genre. Une opportunité enfin d'évoquer l'état de la préparation des Jeux à venir organisés dans le plus grand pays francophone au monde et la plus grande ville. Kinshasa compte aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants et la langue officielle, c'est le français. Justement, c'est une vitrine, les Jeux de la francophonie. C'est vraiment une belle vitrine pour la République démocratique du Congo parce que tout le regard du monde sera tourné vers notre pays, la plus grande ville francophone, le plus grand pays francophone. Alors nous, ça sera pour nous non seulement une opportunité sur le plan politique, sur le plan diplomatique, mais surtout pour les Jeux de la francophonie, sur le plan culturel et sur le plan sportif, de mettre nos talents en avant. La construction des infrastructures a accusé un retard longtemps jugé incompressible. La crise sanitaire s'est invitée et le projet de village des athlètes a été abandonné. Les organisateurs congolais devant se rabattre sur un plan B, une modernisation des logements de l'université de Kinshasa. Mais les organisateurs l'assurent aujourd'hui, Kinshasa sera bel et bien prête à accueillir les athlètes et artistes de l'espace francophone. Kinshasa est prête à accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. Mais ce que nous redoutons, c'est que c'est la première fois que nous organisons, donc tout est prioritaire, on fait attention à tout et donc nous serons vraiment prêts pour accueillir les athlètes à Kinshasa. La sécurité, elle, a souvent été pointée comme un risque pour les délégations, mais les partenaires se veulent rassurants. Ils ont expliqué que 4500 policiers seraient déployés pour assurer la sécurité des sites et des lieux d'hébergement. Ils ont ajouté qu'une agence de sécurité privée, Delta, avait été recrutée en renfort sur les sites de compétition.
Et la question de sécurité nous préoccupe au plus haut point et nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour que nos athlètes soient assurés, compétissent dans les meilleures conditions. La République démocratique du Congo a enregistré l'inscription de plus de 4500 participants, dont environ 2500 athlètes, issus d'une quarantaine de pays. Souvent présentés comme un tremplin pour les jeunes générations, notamment en Afrique, les Jeux version 2023 serviront aussi de laboratoire. Et un détour par la Côte d'Ivoire avant de nous quitter pour le top départ de la 15e édition du FEMUA. L'incontournable festival de musique accueille une fois de plus un panel d'artistes allant du français Booba à l'ivoirien Didi B ou encore le congolais Ferregola. Tour d'horizon avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Serge Fato. Placé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, la cérémonie de lancement de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anomabo a eu lieu le mardi 25 avril. Les 15 années d'existence et de succès renouvelés du FEMUA lui confèrent un rituel auquel se soumettent volontiers les nombreuses autorités ivoiriennes présentes, aussi des invités parmi lesquels les artistes qui seront sur la scène du FEMUA 15, ainsi que des dignitaires du village où les 4 membres du groupe Magic System ont vu le jour. Répondant à l'invitation du festival et délégué par le président Faure, le ministre togolais de la Culture et du Tourisme, M. Kossi Lamadokou, partage avec nous ses premières impressions. Nous sommes très heureux de prendre part à cet événement en qualité de pays invité d'honneur. Nous sommes heureux d'autant plus que c'est un honneur qui est fait à notre pays. Et le président de la République n'a pas hésité un seul instant à accepter cet honneur qui nous est fait et nous a instruit pour le nécessaire pour que le Togo fasse au mieux ses efforts pour la représentation digne du pays à cet événement-là. À la suite des différentes allocutions, les autorités et leurs hôtes du jour, le commissaire général Traoré Salif, ont procédé à la pose symbolique des premières pierres de 2 nouvelles écoles qui sortiront de terre à la faveur de l'édition 15 du FEMUA. Et cela à la grande satisfaction du président de l'Assemblée nationale, président de la cérémonie, M. Adama Bictogo. Je voudrais féliciter Assalfo, mais c'est un sentiment de fierté que j'ai éprouvé et je pense que l'ensemble des Ivoiriens, comme je le disais, Assalfo, c'est l'expression de tout est possible. Son parcours parle pour lui et c'est un modèle pour l'ensemble des jeunes qui sont dans la culture et dans l'art et dans la musique. Je voudrais donc les féliciter parce que vous voyez, avec cette école que nous visitons, ils vont au-delà de la musique. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps un modèle de développement, ils sont un instrument d'épanouissement pour la jeunesse. La cérémonie de lancement du FEMUA 15 a été l'occasion pour le président du Congrès des jeunes patriotes, M. Charles Blégoudé, de se rappeler au bon souvenir de ses liens avec le groupe Magic System. D'abord, c'est une fierté de savoir que Assalfo a su revenir sur ses pas, n'a pas renié son origine et aujourd'hui, au-delà d'Anomabo, il a une fierté pour la jeunesse africaine. Je suis venu donc répondre à son invitation et je constate avec beaucoup de fierté que le gamin d'hier a fait beaucoup de pas. Au point aujourd'hui, il a une vitrine pour notre pays. Carrefour Jeunesse, FEMUA Kids, compétitions sportives, actions sociales et performances artistiques nationaux et internationaux occuperont les festivaliers du 26 au 30 avril, tant à Abidjan qu'à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télésud.